Nadège! Oh, comme je suis trop contente de t'avoir dans le podcast potentiel. Ça fait des années qu'on se connaît et merci d'avoir dit oui pour passer dans le podcast. Merci beaucoup. Eh ben, bonjour Elodie et surtout merci à toi pour la proposition, pour l'invitation. J'étais trop contente aussi, donc ça me fait vraiment plaisir et j'ai hâte d'avoir cet échange avec toi. Ça fait tellement longtemps qu'on parle de ton travail, qu'on échange toi et moi sur nos métiers respectivement, et donc que je t'ai suivi sur tout ce que tu fais, tout ce que tu apportes, sur ta générosité, sur ton expertise, que je suis hyper contente de le partager aujourd'hui dans le podcast, parce que je sais à quel point tu aides de nombreuses familles, de nombreux parents, de nombreux enfants depuis longtemps, et que c'est une véritable passion, faut bien le dire. Hmm. Oui, je pense que c'est même plus qu'une passion. Enfin, j'ai l'impression, tu vois, que c'est en moi en fait, que c'est à l'intérieur de moi et que du coup, ben, je parle de tout ce que je vis, que ce soit moi avec mes propres émotions ou avec mes filles, et que j'essaye de transmettre en fait un petit peu tous les outils qu'on utilise à la maison et qui ont fonctionné Ouais. et pour lesquels je sais que ça nous a fait du bien, voilà, à l'ensemble de la famille. Du coup, pour les personnes qui ne te connaissent pas, tu es infirmière puéricultrice au départ de formation. Aujourd'hui, tu écris des livres, tu es autrice, tu es formatrice également et conférencière. Et tu t'es spécialisée en fait sur tout ce qui est de l'apaisement de l'enfant, du jeune enfant. Tu accompagnes les parents, les professionnels autour de nombreux thèmes autour. Donc, il y a notamment les émotions, la haute sensibilité, puisque tu es formée auprès de l'observateur de la sensibilité sur l'hypersensibilité. Tu accompagnes aussi sur la parentalité sans violence éducative ordinaire. Et tu partages tout ça à travers tes réseaux sociaux, donc à travers les Mm. livres, les conférences, les formations, bien sûr. Mais tu es très généreuse sur les réseaux sociaux depuis des années. Il y a beaucoup de publications. Je sais que à un moment donné, tu faisais des lives sur yoga de l'enfant, enfin pour le yoga pour les enfants. Ça. Enfin, moi, j'ai tes livres, je les aime beaucoup. J'en parle souvent également. Il y a une vraie douceur, bienveillance, authenticité. Ce qu'on aime, c'est ton approche, je pense, pratico-pratique. C'est-à-dire que c'est pas genre faites ceci, faites cela. Absolument pas. Et il n'y a pas une seule manière de bien faire. Je te trouve Mm. hyper ouverte. Je trouve que les parents, ben, ils sont vraiment accueillis dans leurs difficultés. Genre, si on est parent et qu'on va pas bien, ben, tu vas pas juger ça, tu vois. C'est genre, mais moi aussi, je suis une maman. Moi aussi, des fois, j'en pouvais plus. Il n'y a pas de souci. Par contre, bah, comment on va en fait arriver à trouver des solutions pour mieux faire pour tout le monde, en fait. Et c'est pas juste pour que l'enfant soit super bien. Non, c'est que toute la famille, en fait, bah, il trouve sa place, en fait, dans cet épanouissement familial. Et merci pour ça, parce que je pense qu'on manque beaucoup de solidarité entre parents, tu vois où il y a beaucoup de jugements parfois, et notamment dans la serre peut-être, tu vois, Stop VO, des choses comme ça, où on peut se dire, Mm. ah bah oui, mais moi je sais pas faire autrement, et on n'a pas besoin de jugement, on a besoin en fait de vraies clés pratiques à mettre en place. Donc un grand merci pour ton travail. Bah, merci Elodie. Et tu vois, ça me fait penser, en fait, quand je suis devenue maman pour la toute première fois, c'était très difficile les premiers mois. Mon petit bébé pleurait beaucoup, beaucoup. Et j'étais complètement désemparée. J'avais fait appel à une amie qui avait la même formation que moi. Et je me souviens lui avoir dit, mais en fait, comment est-ce que c'est possible que je donne des conseils aux parents, tu vois, dans le quotidien, quand je travaillais en néonat, etc. Alors que moi, je m'en sors pas et je me sentais tellement mal et je pleurais tout le temps. Mon bébé pleurait aussi. Et en fait, elle me disait, mais justement, c'est parce que tu as vécu ces moments difficiles que tu es encore plus apte à bah, partager des infos, des conseils aux parents. Et sur le moment, je disais, mais qu'est-ce qu'elle me raconte? Enfin, tu vois, vraiment dans le cœur. Et je disais, mais elle raconte n'importe quoi, elle dit ça pour me faire plaisir. Et en fait, avec le recul, bah, je pense que en fait, c'est parce que justement, j'ai vécu franchement des moments de galère, de dépression du postpartum suite à mon deuxième accouchement, etc., que je sais, en fait, vraiment au fond de moi, tu vois, dans mes tripes, en fait, je l'ai vécu, toutes ces difficultés. Donc, je ne peux être que en immense empathie avec les parents et avoir envie, effectivement, de donner des infos, pardon, partager des conseils, etc. Mais sans juger parce que j'y suis passée, en fait. C'est, voilà, j'ai connu ce dur ou ces moments de down. Mm. Ouais, je pense que rien, en tout cas dans la parentalité, je pense que l'expérience parle pour beaucoup. Dans, tu sais, dans la compassion qu'on peut ressentir pour les parents qui sont désœuvrés, dans toute l'empathie qu'on peut mettre dans l'accompagnement aussi. Et je pense qu'il y a une sorte de légitimité aussi lorsque, tu vois, on va dire à une maman qui va souffrir, je comprends. En fait, je suis pas laissée par là.
Et cet état, il va être temporaire. Il y a des choses qui peuvent être mises en place. Il y a quelque chose quand même que je pense qui est rassurant, tu vois, pour l'autre d'entendre ça en disant, OK, elle sait de quoi elle parle, tu vois. Mm, Professionnellement et personnellement, je pense que ça peut aussi beaucoup rassurer. Et tu le dis toi-même, je pense que ça nous apporte aussi un autre angle parce qu'on a souffert, on sait ce que c'est. mm, Et donc, on est plus encline, je pense, à pas juger, à se dire, ouf, rappelle-toi quand tu étais comme ça, quand tu étais dans le mal, à quel point tout est douloureux, à quel point c'est dur de changer ses habitudes, de se remettre en question, mm, d'avoir l'énergie de trouver des solutions, de demander de l'aide. Tout ça, en fait, ça paraît simple quand on est à l'extérieur, mais quand on est dedans, qu'est-ce que c'est dur, en fait. mm. C'est dur. Mais c'est pareil, tu vois, quand j'interviens dans les structures petite enfance avec les professionnels, euh, comme j'ai travaillé dans ces structures-là, Ouais, c'est vrai. avec des groupes d'enfants, à chaque fois, je leur dis, là, je vous apporte pas que de la théorie. C'est ça. Je sais, je connais votre quotidien, Mm. je sais les difficultés auxquelles vous devez faire face, je sais ce que c'est que d'avoir du manque de personnel, d'être surchargé, en fait, tout ça, je le sais. Et c'est vrai que ben du coup ça établit aussi assez rapidement des relations de confiance parce qu'on se dit ok, elle est pas juste là pour nous faire la morale ou nous apporter de Exactement. la théorie qu'on pourra pas appliquer sur le terrain en fait. Non, mais Mm. c'est vrai. Et c'est pour ça que je suis très contente que tu sois dans le podcast pour parler un petit peu de ces sujets-là. Moi, j'ai beaucoup de parents qui m'écoutent et qui suivent voilà, mon podcast. Ou pas, d'ailleurs, si vous n'êtes pas parent, ça peut quand même vous intéresser parce que peut-être vous avez des enfants autour de vous et que peut-être vous avez été enfant et que ça peut aussi mettre des clés sur ça. On a tous été un jour enfant, hein. On a tendance à Mm. l'oublier, on a tous été un jour enfant. Et du coup, j'avais envie de te parler de diverses thématiques autour de spécificités. Et notamment, en fait, comme ce que j'aime, c'est que tu as cette casquette aussi en tant que professionnel de santé, en fait. Et tu vois, j'ai beaucoup de parents qui sont stressés parce que leurs enfants sont stressés, en fait. Il y a eu la rentrée scolaire. Alors, quand on enregistre là, on n'est pas très loin, mais je veux dire, quand les gens vont écouter cet épisode, la rentrée s'est faite, les premiers mois. Et en fait, souvent, tu vois, on stresse sur la rentrée, mais les problématiques arrivent pas forcément à la rentrée. Elles arrivent après, au fur et à mesure, tu vois, des semaines, des mois qui arrivent. Soit parce que bah, ça va toujours pas, soit parce que finalement on fait face à autre chose, aux premières notes, aux premières Mm. difficultés scolaires ou sociales qui vraiment maintenant prennent de l'ampleur. Et du coup, est-ce que tu saurais comment différencier ce qui est du simple stress qu'on peut tous vivre, en fait, qu'un enfant peut vivre parce que, bah, en fait, je sais pas, c'est la veille d'un contrôle et donc ça le stresse, d'un stress qui peut être plus profond et où là, effectivement, il est pertinent de s'interroger et de trouver des solutions pour son enfant. Mm. En fait, si tu veux, le stress, on en vit tous dans le quotidien, qu'on soit enfant, qu'on soit adulte, même les bébés, tu vois. Quand il y a un son un peu fort, hop, Ah des ouais, fois, tu peux en voir qui sursautent, ouais. etc. Donc, le stress, en fait, ça fait partie de notre vie, du quotidien, et c'est vraiment une réponse, en fait, euh, non spécifique, tu vois, de notre corps, de notre organisme par rapport à notre environnement. Donc, ça, c'est le stress basique, j'ai envie de te dire. Après, effectivement, le stress, quand il devient euh, trop fréquent, trop récurrent, et qui l'enfant n'arrive pas à, comment dire, à s'auto-réguler ou à s'apaiser avec l'aide de l'adulte, etc. Là, effectivement, on peut commencer à se poser des petites questions, à voir si ça se transforme pas en anxiété, en angoisse. Enfin, tu vois, en fait, ça va prendre une plus grande ampleur. C'est pas juste sur l'instant T, un petit coup de fouet qui fait qu'on se mobilise. Oh là là, je stresse pour ce contrôle, etc. Mais ça me donne l'impulsion, l'énergie d'aller retravailler, d'aller réviser. Puis une fois que l'examen il est passé, voilà, tu vois, ça retombe. Attends, c'est ça. Ouais, c'est vraiment ponctuel. Et après, ça aura pas d'impact sur le reste de la vie, en fait, de l'enfant. Alors que si ça devient un peu trop, enfin, si ça prend trop de place, trop d'ampleur, que c'est trop intense, que ça a un impact sur le sommeil, sur l'alimentation, les relations sociales, etc. Là, effectivement, ça peut commencer à nous allumer un petit voyant dans la tête et de se dire, OK, là, peut-être qu'il faut que je reste vigilant, vigilante et que je vois si vraiment ça continue à persister dans le temps ou pas. Mm. Et à quel moment, en tant que parent, tu vois, qui va écouter cet épisode de podcast, se dire, OK, si je vois certains de ces symptômes-là, quand est-ce que je dois m'inquiéter au point où je dois en parler à un professionnel et à qui je dois en parler? Si tu veux, quand le parent, malgré les efforts, tout ce qu'il va essayer de mettre en place pour rassurer son enfant, que ce soit à travers les discussions, peut-être des petits exercices de respiration, etc. Je pense qu'on reviendra peut-être sur les outils tout à l'heure, mais
quand tout ce que le parent essaye de mettre en place, ça ne fonctionne pas, Mm. et que justement tout ce qu'on vient d'évoquer, donc bah, l'enfant qui a des difficultés à s'endormir, qui peut-être va se mettre à faire des cauchemars, va moins bien manger, peut-être va voir ses notes un peu chuter, si c'est un enfant qui a déjà des évaluations, etc. Peut-être qu'il va se renfermer, tu vois, qui aura plus de difficultés à aller vers les autres, que ce soit dans la cour d'école ou même à la maison. Euh, et ben là, enfin, pour nous, c'est vraiment le moment de te dire, OK, là, j'ai essayé plein de choses, il n'y a rien qui fonctionne pour essayer de le rassurer et l'aider à se sentir bien ou mieux. À ce moment-là, effectivement, je peux aller consulter. Donc, soit dans un premier temps, on a envie d'aller voir son pédiatre ou son médecin traitant qui peut-être va avoir des petites pistes. Soit ce qui peut être intéressant, c'est d'aller voir un psychologue parce que des fois, d'avoir une personne extérieure, c'est plus facile même pour l'enfant. Mm. Même si on essaye de bâtir une relation de confiance à la maison, ça reste différent de parler à un psy plutôt qu'à son papa ou à sa maman. Ou alors aussi, on peut tester de voir un ou une sophrologue. Ça peut être intéressant aussi, qui peut permettre de donner des petits exercices à mettre en place au quotidien pour essayer d'évacuer un petit peu ce trop-plein d'émotions ou de tensions. Euh, voilà, donc l'un ou l'autre. Moi, je commencerai par sophro ou psy dans un premier temps, voir ce avec quoi on est le plus à l'aise et vraiment voir ça comme une aide en plus extérieure, pas du tout comme un échec, parce que des fois on pourrait se dire, ah, j'arrive pas moi, tu vois. Oui, C'est c'est pas vrai. du tout ça. C'est vraiment, enfin, moi la première, hein, si mes filles, elles ont besoin, on fait appel à des personnes extérieures, alors que j'ai plein de casquettes différentes et plein d'outils à leur proposer. Mais t'es la maman, t'es pas la professionnelle qui peut accompagner. Exactement. Ouais. Donc voilà, savoir se dire, OK, ben là, on va déléguer cette partie-là. Mm. J'ai eu des témoignages, tu vois, de mamans, c'est surtout les mamans qui viennent à moi, ça doit être le cas pour toi aussi, mais Ouais. de mamans, tu vois, qui disaient, le problème c'est que mon enfant, il est un peu dans le déni de ce qu'il ressent, dans le sens où moi je vois bien qu'il va pas bien, qu'il y a plusieurs Mhm. symptômes comme ça, mais quand je lui en parle, il dit que si ça va, qu'il veut pas en parler, qu'il est bloqué, et du coup, tu vois, ils me disent, mais comment je vais le motiver, entre guillemets, à aller parler avec un psy, qu'est-ce que je vais lui dire, parce que ben, pour lui, il n'a pas de problème. Est-ce que c'est quelque chose Mm. que tu rencontres souvent comme problématique, tu sais, genre, l'enfant, il est vraiment bloqué, tellement qu'il est bloqué dans son stress. Moi, j'avoue, ça, j'y suis pas forcément trop confrontée. Euh, Maintenant, si effectivement, alors il y a deux possibilités. Soit il estime que non, tout va bien, parce qu'au final, il arrive quand même à gérer, mais c'est plus le parent qui stresse, Ah ouais, de le voir un peu comme ça et de se dire, mais là, si, il faut qu'il aille voir quelqu'un. Alors qu'en fait, lui, oui, il rencontre des difficultés, mais il arrive à y faire face pour l'instant. Donc ça peut être intéressant, tu vois, quand même de le laisser encore un petit peu explorer et nous de dire, ça c'est mon stress, ça m'appartient et je vais quand même ouais, lui faire confiance, tu vois, dans la démarche. Ou si effectivement on voit qu'il y a un trop gros impact, parce que c'est pas juste un stress aigu, voilà, ça devient peut-être du stress chronique ou de l'anxiété, etc. Et bah ok, pour l'instant, aller en parler vraiment avec quelqu'un, c'est pas à son choix, en tout cas à l'enfant. Maintenant, on peut dire, ben, ok, il n'y a pas de souci pour ça. Par contre, on va faire venir une sophro à la maison et vous allez faire des petits exercices, tu vois. Et en fait, ça devient un peu plus ludique, c'est un ça. peu plus peut-être sous forme de jeu, etc. Alors, il y a plein de super psy pour les enfants qui vont faire des jeux aussi, Ouais. tu vois, mais c'est moins formel, j'ai l'impression, dans la démarche. Et ça peut être une petite porte d'entrée pour déjà aller un peu creuser parce que en tout cas, nous, tu vois, on a une sophro qui vient à la maison et elle pose toujours plein de petites questions en début aux filles sur les émotions, sur les derniers événements, etc. C'est pas une psy, ça remplace pas du tout une psy, mais je me dis ça peut être une petite porte d'entrée pour quand même apporter des outils supplémentaires que nous, on n'arriverait pas à apporter à notre enfant, lui permettre d'avoir son espace à lui où quand même il discute avec une personne extérieure qui est voilà, une pro ou un pro et qui sait, enfin voilà, dont c'est le métier. Mais voilà, peut-être ça peut être une première étape avant le psychologue et voir si vraiment on va jusqu'à l'étape du psy ou pas. Mm. Quels sont les outils que toi tu utilises au quotidien à ta pratique pro et qui pourraient en fait peut-être aider les parents à mettre des choses en place au quotidien pour leurs enfants qui sont un petit peu stressés ou pas très bien ou pas à l'aise avec leurs émotions, en attendant peut-être soit de trouver un professionnel, soit pour faire quelque chose en parallèle, quoi. Mm. En fait, si tu veux, aujourd'hui, ce qu'on sait d'un point de vue scientifique, c'est que tout ce qui va faire du bien pour les émotions, c'est tout ce qui va passer par le corps, par la respiration. Donc moi, bah, c'est ces outils-là que j'utilise, puisqu'après, moi, je suis aussi enseignante de yoga pour enfants.
Donc ça va être beaucoup d'exercices. Alors soit pour, tu vois, évacuer, décharger un peu, tu vois, tu te raidis et Ouais, ouais, tu ouais. relâches. Soit on fait le volcan, le bûcheron. Alors, je sais que des fois, si on dit aux enfants, enfin pour certains en tout cas, viens, on va faire du yoga. Oui, Ah, ça, tu ouais, vois, ouais, c'est pas ouais. parlant ou on n'en a pas envie. On a Alors l'image, que, tu sais, de la personne juste qui s'assoit et qui attend. Donc pour un enfant, ouais, c'est fun, quoi. non, c'est pas fun. Et même pour les parents, des fois, je trouve que ça met une barrière de se dire, bah ouais, mais moi, je sais pas faire de yoga. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Tu vois, aussi. Enfin, il y a les deux, vraiment, des deux côtés. Je trouve que des fois, ça peut être un blocage. Alors que si on se dit, tiens, on va tester, viens, on va faire le volcan ensemble. Tu C'est sais, quoi le quand il y a la volcan? Vas-y. colère qui monte et tout, eh ben là, on sent la lave qui monte comme les volcans et hop, ça explose et pouf, ça déborde. Et tu te penches en avant, tu souffles, tu respires. Et en fait, juste quand tu le fais en jouant, Ouais, ça a des en contrôles. fait, tu le fais. Tu vois, tu fais quelque part du yoga ou un peu de sophro sans trop t'en rendre compte, encore une fois, sans te mettre dans la case yoga, dans la Ouais, case sophro. Si c'est ça, tu vois, le blocage, moi, ça me dérange pas de parler de yoga, mais je sais que des fois, on peut associer ça à, oui, mais il faut un tapis, il faut des vêtements pour, il faut être formé, ou il faut déjà avoir fait des cours, ou il faut attendre qu'il ait un certain âge. Pas du tout. Moi, je faisais ça avec des enfants en crèche, ouais. donc des moins de 3 ans, tu vois, juste qu'ils savent marcher. Euh, et dès que tu l'associes à des animaux ou que tu l'images, tu vois, tu parles du volcan, tu parles du bûcheron, tu parles, ben, en fait, t'embarques l'enfant dans son imagination et tout de suite, même toi, tu te prêtes au jeu, tu vois, j'ai envie de t'en parler, j'ai envie de rire, j'ai envie de faire la course et hop, on tape des pieds, machin. Et du coup, on évacue les tensions, le trop-plein. Et ça fait du bien à tout le monde, en fait. Et pourquoi ça marche? Pourquoi ça marche? Tu vois? Ça, en fait, ça marche parce que c'est ludique, parce que c'est drôle, parce que même nous, adultes, ça réveille notre enfant intérieur. Après, faut pas avoir peur du ridicule, faut se dire, Bon, on est seul je avec suis nos avec mon enfants. enfant. Limite, ouais, c'est Voilà. ça. Il y a personne qui me regarde, tu vois, je suis à la maison tranquille. En fait, ça marche parce que tu bouges, tu passes par le mouvement, Sur le corps. t'évacues les tensions, t'évacues le trop plein d'émotions. Ça marche super bien à la sortie d'école aussi, Ouais, tu c'est ce vois, que les j'allais te dire. Pour un enfants qui sas de décompression explosent. comme ça. Ouais. Voilà. Les respirations, ça marche sur plein de choses aussi. Il y a énormément de bénéfices, que ce soit pour la douleur physique. Tu vois, Mm. je parle l'accouchement. Qu'est-ce qu'on te fait faire? On te fait respirer. Oui, c'est vrai. Tu vois? Ah, mais c'est vrai, hein. Pour Euh, ceux qui font des crises d'angoisse, on leur demande aussi de respirer. Tout est. Oui, oui, c'est c'est sûr. ça, tout ce qui est cohérence cardiaque, c'est pareil, c'est scientifiquement prouvé. Tu comptes, Mm. tu bloques sur 5, enfin tu fais sur 4, sur 5, sur 6, enfin comme tu veux, tu vois, puis tu expires pareil sur 5, etc. Et ça, tu peux l'enseigner aux enfants. Donc soit tu montes, puis tu descends, et puis Les comme ça, c'est doigts. pareil. Pour Tu ceux qui voient pas images. la vidéo, parce que la vidéo sur YouTube Ah est oui, pas énorme, du coup, ils voient pas tes mains. Mais voilà, et on set ses mains pour monter le long du doigt et redescendre le long du doigt, du coup. c'est ça. Et en fait, tu images la respiration. Tu peux te servir d'un pop-it. Tu en C'est fais quoi? claquer un, 2, Ah, 3, ah, 4, d'accord. 5. C'est Ah avec le oui, pouce. ah oui, je vois ce que c'est. Oui, d'accord. Et du coup, tu inspires sur Ah 5. Et ouais. puis après, quand tu rappuies sur 5 autres petits pop-it, et ben en fait, tu souffles. Hmm. Et comme ça rend concret la respiration aussi. Parce que voilà, les tout petits, si tu lui dis inspire, expire, il comprend pas. Donc en fait, c'est plein de petits outils, de petites astuces comme ça que ben à la fois je transmets aux familles, mais que j'utilise aussi moi avec les filles. Et après, c'est rigolo de les voir. Tu vois, bon, moi j'ai 2 enfants. Quand il y en a une qui se faisait mal, je me souviens dès qu'elles étaient plus petites. Donc il y en a une qui allait chercher le doudou de l'autre Ah et ouais, puis qui ouais. la regardait puis qui lui disait respire, Ouais. respire. Ouais, après, c'est des habitudes en fait. Et ça qui est intéressant, c'est que ce sont des habitudes et que bah, elles peuvent faire ça en fait. L'enfant peut le faire de manière plus autonome par la suite parce que c'est des exercices simples. Et en parlant d'exercices, il y en a un qui m'a beaucoup marqué parce que tu partages beaucoup sur les réseaux, comme je disais, mais on peut retrouver. Il y a un livre exprès hein, là-dessus. Hein. Je pourrais être tout en barre d'infos, mais je sais plus comment s'appelle le livre, mais où il y a plein de photos justement, où on apprend plein de choses comme ça. Alors, il y a le livre Tempête émotionnelle que j'ai coécrit avec Mélodie Lopez, qui est aussi mon amie, qui a plein de formations. Enfin voilà, c'est une personne que j'admire énormément. Et donc dedans, effectivement, on a mis énormément d'exercices, plein de fiches outils. Et après, là, tout fraîchement sorti, il y a le coffret de cartes yoga apaiser les émotions en famille. Et là, c'est vraiment, tu pioches une carte, tu fais la Ouais. respiration, tu fais l'exercice. Ou alors tu fais carrément toute une séquence de yoga si tu prends une famille complète. Et là, c'est beaucoup plus pratique, facile, tu vois, qu'un livre Ouais, c'est vrai. C'est plus ou ludique. Ça reste tenir les pages. Voilà.
C'est... Et moi, je me rappelle d'un exercice que tu avais filmé et c'était trop rigolo. C'était, je crois que c'était l'arbre à singe ou un truc comme ça. Et l'enfant, en fait, Ah oui! il fait le tour de toi. Et moi, j'avais testé à les enfants et c'est vrai que c'est drôle. Et tu vois, mon aîné est autiste, dans le contact physique, c'est tout en. Voilà, c'est tout. J'avais fait ça avec lui, tu vois. Et j'avais aimé parce que justement, c'était un moyen de rentrer en contact et pour que lui s'habitue au contact humain, mais de manière ludique et pas par la violence, puisque c'est lui qui me grimpe dessus, qui fait le tour. Donc, je n'ai pas, si tu veux, je ne peux pas l'encercler. Ça, c'est quelque chose qui est compliqué pour lui. Ou en tout cas, tu sais, tu le sens tout figé, genre, allez, vas-y. Mm. Donc, c'est pas un moment agréable pour lui, donc ça sert à rien. Mais du coup, ça, tu vois, c'est des petits exercices comme ça. Et je pense notamment aux parents qui nous écoutent, qui ont des enfants atypiques, parce que, bah, il y en a beaucoup. Mais du coup, comme quoi, voilà, ces petites choses comme ça peut aider, en fait, aussi sur plein d'aspects. Et moi, ça nous avait vraiment aidé. Donc, Mm. Ah bah, merci de partager ça, mais ça me fait trop plaisir. ouais, À chaque fois que je reçois, tu vois, un retour aussi précis, aussi concret, puis là, en plus que tu me dises, voilà, ça lui a fait du bien, ça nous a fait du bien, alors ouais, que, enfin, malgré son autisme et le fait de pouvoir rentrer, voilà, en contact physique d'une façon différente c'est que ce exactement qu'on a ça. l'habitude de voir, et oui, comme quoi, tu vois, quand on arrive à trouver des petites choses, c'est pas toujours évident puisque voilà, ça demande de chercher à droite à gauche. Et c'est aussi pour ça, tu vois, que j'essaye de faire ces partages-là pour me dire, voilà, moi j'ai cherché, j'ai passé du temps et j'essaye de vous donner clé en main des petites choses à tester. Après, moi j'ai pas, tu vois, je vais pas dire aux parents, ça va fonctionner. Il faut Parce tester, que, bah, quoi. comme tu le dis, voilà, il y a différentes atypies, il y a plein de choses à prendre en compte dans les besoins de l'enfant, dans les besoins du parent aussi, parce que des fois, l'atypie, elle peut être du côté du parent. Ouais. Et il faut tester et voir ce avec quoi on est à l'aise. La méditation, je crois qu'on avait déjà échangé, toi et moi, sur le Ouais, sujet. C'est pas forcément quelque chose parle à qui tout le t'est monde. agréable, je crois. Ouais, c'est pas mon truc. Et voilà. Et moi, j'aime bien ça, tu vois. Donc, d'une personne à l'autre, Ça. y a pas de vérité, en fait. Voilà. Faut tester. Et justement, j'allais te demander, est-ce que tu crois qu'il existe des outils plus spécifiques, alors aux garçons, aux filles, parce qu'on pose souvent la question, donc je te la pose, ou à genre aux hypersensibles ou pas? Parce que des fois, on a des parents disant, oui, mais mon enfant, il est hypersensible, donc genre, ils veulent vraiment des outils que pour les hypersensibles. Qu'est-ce que t'en penses? J'en pense qu'il n'y a pas d'outil fille-garçon. En tout cas, moi, je suis pas, voilà, je fais pas de différence. Voilà, même si en consulte ou en atelier de yoga, je peux avoir fille ou garçon. Même quand je faisais des stages de yoga pour enfants, ils faisaient tous la même chose. Finalement, l'accompagnement est le même. Exactement. Et après, effectivement, donc il y a des enfants qui sont hautement sensibles. Donc là, je vais pas faire un cours sur l'haute sensibilité. Je pense que rien qu'en écoutant tous tes épisodes de podcast, on comprendra que ce soit les recherches d'Hélène Aron, etc. Mais c'est vrai qu'en tout cas, il y a, je sais pas si tu en as déjà parlé, mais il y a Jérôme Kagan qui a travaillé sur les différents types de tempéraments. Donc moi, ça, c'est des infos que j'ai eues de par Héloïse Junier quand j'ai suivi l'une de ses formations. Il fait un travail extraordinaire également, Héloïse. Exactement, j'adore, enfin, j'adore cette femme. Et en fait, ce qui a été mis en évidence, c'est qu'effectivement, il y a deux grands tempéraments. Donc, il y a les tempéraments hautement réactifs et faiblement réactifs. Et effectivement, chez les bébés et les enfants qui ont des tempéraments hautement réactifs, ce sont des enfants qui vont être plus sensibles à tout ce qui va être tous les sens en fait, bruit, odorat, le toucher, etc. Donc après, ce qui peut être intéressant, effectivement, c'est de se dire que pour ces enfants-là, peut-être qu'il va y avoir besoin d'un environnement, tu vois, un peu spécifique pour proposer les exercices. C'est-à-dire que si tu as un enfant qui est hautement réactif au bruit ou hautement sensible au bruit, si tu as plein de brouhaha, la télé allumée, etc., enfin, j'en sais rien, que tu veux lui proposer un exercice, ça fonctionnera pas. T'arriveras pas à capter son attention, t'arriveras pas à ce que ça lui fasse du bien parce qu'en fait, il va être trop stimulé. Il y aura Apaisant. trop de choses. Et c'est pas possible. Alors là, vraiment, je parle vraiment en connaissance de cause parce que moi, la première, tu vois, j'ai besoin que, tu vois, moi, enfin, je travaille depuis la maison et il n'y a pas un bruit dans ma maison de toute la journée. Voilà. Quelle Parce que c'est ce chance! qui va m'aider Quelle à me chance! concentrer. Mais voilà, ça, par exemple, c'est quelque chose qui est très spécifique pour moi. Mais c'est vraiment connaître son enfant sur ses spécificités, ses atypies, ses hyperesthésies, etc. Et de se dire, ben, je sais que s'il y a trop de jouets, par exemple, dans la pièce, il fera pas, il va s'éparpiller, il va aller à droite, à gauche. Donc, on va peut-être faire les exercices dehors, en pleine nature, Hum.
ou dans une pièce, peut-être dans notre chambre à nous d'adultes, parce qu'on sait que c'est une chambre, une pièce qui est épurée. Je dis n'importe quoi, tu vois. Si elle est pure, on sait pas les chambres. Ouais, voilà, non, mais c'est pour ça, je sais pas. Mais en tout cas, c'est d'essayer plus, je dirais, d'adapter l'environnement plutôt que les exercices. Voilà. D'accord. Et après, de se dire aussi que, par exemple, il y a des enfants qui ont du mal à se poser. Eh bien, ce sont des enfants pour moi, pour qui on va proposer peut-être un peu plus régulièrement ces exercices, parce que peut-être que leur concentration, elle va être que 2, 3, 5 minutes. Ah oui, et Mais ça, c'est pas grave. c'est intéressant ce que tu dis, parce que souvent les parents vont se dire, bah oui, mais mon enfant se poser 15 minutes, 20 minutes, c'est pas possible. Alors qu'en fait, ces exercices, bah, comme tu dis, en 2 3 minutes, ça peut aussi se faire, en fait. C'est Oui. totalement OK. Et pour moi, ce qui est d'autant plus important pour ces enfants-là, ça va être la régularité pour le coup, de Mhm. leur en proposer régulièrement. Alors, pas 15 par jour, un tous les 2, 3 jours, etc. De temps en temps, quand on arrive à attraper un petit moment clé dans la journée, que ce soit fin de journée, mais pour d'autres, ça va être plus compliqué, plutôt le matin. Donc à ce moment-là, plus le week-end ou les mercredis, Pour s'il n'y a toi, pas ça l'école le devrait être mercredi. ritualisé sur un moment clé. Oui. Ouais. Enfin, euh, oui et non. En fait, c'est à nous, adultes, de se dire, OK, là, j'ai l'impression que mon enfant a l'air plutôt posé, plus que peut-être d'habitude. Mm. Et c'est le moment que je vais choisir pour lui D'accord. proposer cet exercice. Tu vois, Si l'enfant, il veut pas, ça le tente pas. il y a toujours moyen de l'embarquer. C'est Oh, vrai? en fait, il y a toujours moyen de l'embarquer à partir du moment où on se met à hauteur d'enfant C'est ça. et qu'on se dit, OK, qu'est-ce que je peux trouver ou chercher pour déclencher son enthousiasme Mm. pour venir faire cette activité. Alors si, comme tout à l'heure on disait, tu vois, si tu lui dis, viens, on va faire du yoga. Ah, non, en fait, tu vois, Ouais, il en est en fait, train de c'est jouer comme avec les ses devoirs, tu dinosaures. sais, comme genre on check tout ce qu'il faut faire dans la Ouais, journée, c'est sûr que ça tente pas. Mais si le non. parent, en fait, je pense que ça passe peut-être, tu me diras si je me trompe, mais par l'envie qu'a le parent de passer du temps avec son enfant et de faire cette Mm. activité avec leur. Parce que, en fait, en vrai, les enfants, ils aiment bien qu'on s'intéresse à eux, qu'on leur propose des activités. Alors, bon, il y en a certains qui vont dire, oui, bon, à l'adolescence, un peu moins. Ouais, mais même à l'adolescence, je pense qu'il y a Mm. moyen, du moment qu'on s'intéresse à eux, même si tu sais, quand ils sont dans la phase où ils bougonnent, ils râlent en disant ouais, bof, mais en fait, au Mm. fond d'eux, ça leur fait du bien quand même qu'on s'intéresse à Mm. eux. Tu vois, on a tous Bien été sûr. une ado ou un ado, tu vois. Et on se souvient de soit où on se sent un peu abandonné par nos parents parce qu'ils se désintéressent, soit nos parents ne nous lâchent pas. Et en fait, Mm. maintenant, ça crée quand même quelque chose en disant hey, je me rappelle quand même quand ma mère ou mon père insistait que je faisais ça avec. Oui, bon, je râlais, mais au final, ça me faisait plaisir. Donc, il y a quand même ce côté-là. Et donc, du coup, est-ce que ça serait pas, alors je sais pas, mais aussi intéressant que le parent se demande quel exercice j'aimerais faire moi-même, parce qu'il y mettra peut-être plus d'envie. Tu sais, comme quand on joue avec les enfants, on se dit souvent, pour jouer, il y a des parents qui n'aiment pas jouer à leurs enfants. Et moi, souvent, je leur dis, mais quel est le jeu que vous aimeriez faire avec, en fait? Ça change tout. Tu vois, si t'aimes pas du tout, moi j'ai que des garçons donc qui jouent beaucoup aux voitures, mais si t'es pas fan, tu vois, de jouer aux petites voitures, bah, peut-être que t'aimes lire des livres, ou bien faire des pièces de théâtre avec eux, ou bricoler avec eux. Enfin, tu vois, il y a bien forcément un Mm. truc qui te plairait, en fait. Qu'est-ce que t'en penses par rapport aux exercices de yoga? Je suis à 100% d'accord avec toi. En fait, je ne peux que être d'accord. C'est-à-dire que même quand, tu vois, par exemple, à la maison, moi, j'ai plein d'outils pour parler et travailler sur les émotions des enfants, Ouais. parce que c'est mon métier. Donc, moi, j'ai beaucoup, beaucoup de choses. Je les propose et je les présente, que ce soit aux parents, aux professionnels. Une des premières choses que je leur dis, c'est euh, ne prenez et ne proposez à l'enfant ou à votre enfant que ce qui vous parle à vous. C'est-à-dire que la roue des émotions, si tu sais pas comment l'utiliser, ça te Ouais, parle pas ce ouais, truc. ouais. Mais par contre, la peluche où tu peux interchanger les visages, tu trouves ça trop mignon, tu kiffes et tout, et ben pars là-dessus pour parler des émotions à ton enfant. Parce qu'effectivement, si toi-même tu n'y mets pas de l'enthousiasme, mais tu sais, c'est comme à l'école. Je veux Ouais. dire, tu as un prof d'histoire qui te Oh, bah parle oui. d'histoire, mais qui en a rien à faire de l'histoire, eh ben, ça va pas te passionner. C'est vrai. Alors que si tu as un prof qui est passionné, qui te raconte plein d'anecdotes sur les différents personnages de l'histoire, etc., qui vient un peu casser les idées reçues et tout, On se souvient et ben tous de ce genre de direct, prof. voilà, C'était- non mais direct, t'es attentif. Tu Ouais. ah, qu'est-ce qu'elle est en train de raconter? Ça te fait rire. Enfin, tu vois, toi, ça vient déclencher quelque chose chez toi. Et ben, c'est exactement pareil avec les parents ou les professionnels qui travaillent avec les enfants. C'est effectivement s'emparer de ce qui, moi, me passionne ou me plaît ou que je trouve sympa ou rigolo, etc. Et ça, je vais le présenter à l'enfant.
Ou alors, on peut aussi partir si on est un peu à l'aise avec tout, mais que malgré tout ce qu'on propose, bah, notre enfant, il n'y a pas d'enthousiasme qui se déclenche, parce que des fois, ça peut être ça aussi en fonction voilà, des spécificités de chaque enfant. Et ben, c'est de se dire, OK, ben, je sais que mon enfant, au final, il aime les dinosaures. Et ben, je vais peut-être lui dire qu'on va faire la respiration du dinosaure. Tu vois, moi, Ouais, je fais souvent la carrément. respiration du lion, mais s'il aime pas les lions, Bon, on bah, prend tu un vas pas faire tyrannosaure, et puis voilà. voilà, tu prends un autre. Et en fait, c'est ça aussi qui est très spécifique, par exemple, avec le yoga, avec les enfants, c'est que c'est complètement différent du yoga adulte, parce qu'en fait, on va s'approprier, inventer aussi des choses, justement pour embarquer les enfants avec nous. Et on va parler d'un sujet un peu plus spécifique là parce que c'est une de tes spécialités, le sommeil, et je sais que c'est fou là là, le grand sujet de Mm. mes parents, le mien notamment, tu vois. On en parle souvent toutes les deux, mais je sais que je suis pas la seule. Et c'est fatigant le sommeil parce que ça veut dire que soi-même on n'a pas un sommeil réparateur. En fait, c'est ça le truc. Ouais, C'est que ouais. au-delà que ça soit fatigant, mais il y a plein de choses qui est fatigant avec les enfants aussi. Heureusement qu'il y a aussi plein de choses positives. Mais on n'a pas un sommeil réparateur. Ça veut dire qu'on est aussi plus impatient, plus à cran aussi avec l'enfant. On va être, ben voilà, forcément un peu plus tendu aussi pour plein de choses. Je sais que c'est une grande problématique et il y a beaucoup de parents qui disent, mais en fait, rien qu'arriver le soir, ça me stresse parce que je sais Mm. qu'on va passer un temps fou à endormir. Alors c'est peut-être pour les plus jeunes, tu vois, les bébés, les jeunes enfants, mais je vais passer un temps fou pour faire ça. Fin de journée, moi-même, j'en peux plus. J'ai qu'une envie, c'est de me poser tranquille. Il y a peut-être aussi des enfants où ils pleurent beaucoup le soir, tu vois, Mm. des choses comme ça. Qu'est-ce que souvent tu conseilles à ces parents qui viennent te voir et qui n'en peuvent plus, quoi, en fait? Ah, ça, il y en a beaucoup. Et comme tu le décrivais, en fait, le problème, c'est que au bout d'un certain temps, les parents, ils appréhendent C'est le ça. moment du coucher. Ça te Et stresse? donc, limite, ils disent, qui c'est qui y va ce soir, quoi. Ouais, c'est Tu ça. vois? Et là, on tombe dans quelque chose où, effectivement, dans la relation, enfin, t'es plus vraiment dans la relation à 100% avec ton enfant parce que, en fait, quand tu vas aller le Ouais, coucher, tu subis le t'es truc, hein. déjà, tu vois, dans un truc qui est pas agréable. Et du coup, ça va être dur de l'accompagner Ah ben c'est sûr, vraiment tu ou te dis que d'être... c'est le truc à faire, mais tu prends aucun plaisir, hein, c'est c'est évident. ça. Ouais. Alors, euh, moi, ce que j'aime bien quand même, c'est déjà repositionner un petit peu tout le contexte au moment du coucher. Parce que le problème, c'est que des fois, dans cette posture-là, on a un peu démissionné du coucher. Et ce qui fait que des fois, on se dit, bah, c'est pas grave si ça traîne. Ou, bah, tant pis, en fait, il se relève 10 fois, mais là, j'en peux plus, j'ai plus l'énergie, tu vois. Donc déjà, moi, la première chose, c'est on recadre vraiment et on remet des repères stables, cohérents et fixes autour du moment du coucher. En fait, euh, tout ce qui va tourner autour de la cohérence parentale, de la stabilité, etc., ça va venir induire de la sécurité émotionnelle chez l'enfant. Donc la sécurité émotionnelle, c'est un point clé, phare dans les besoins des enfants. C'est même ce qu'on appelle le méta-besoin. Et donc là-dessus, je vous oriente vraiment sur tout le travail d'Anne Reynaud, qui est absolument incroyable et qui d'ailleurs a fait un livre spécifique sur la sécurité émotionnelle, mais qui a créé l'Institut de la parentalité. Et en fait, c'est comment est-ce qu'on apporte cette sécurité émotionnelle à l'enfant. Donc c'est vraiment en donnant des repères. Je répète, hein, mais vraiment stabilité, cohérence, c'est la base. Donc ça veut dire que si on sait que pour le bien-être et le sommeil et la santé du coup de notre enfant, c'est important qu'il se couche autour de 8 heures, 9 heures maxi, ça veut dire qu'on va pas commencer à le coucher à 9 heures. On va Oui, vraiment commencer à le coucher en amont. Et c'est donc tous les soirs d'être stable et régulier dans l'horaire du coucher. Tous les soirs, être stable et régulier dans la routine du coucher. Donc ça veut dire avoir quelque chose qu'on va faire tous les soirs dans le même ordre euh, et qui va pas durer 3 heures. Ça va prendre 15, 20 minutes grand max. 15 minutes, c'est bien. Donc ça veut dire que si on dit que tous les soirs on lit une histoire à son enfant, on en lit une. oui. On n'en lit pas deux, pas trois, pas quatre, pas 10. Moi, je me souviens d'une fois une maman qui m'a dit, non mais moi, le soir, j'arrive pas à dire non. Et du coup, je me retrouve à en lire 50. Et quand le lendemain, je dis, ben non, juste une histoire, je me sens pas crédible. Je crois que Ouais. c'était ça son terme. Ben, effectivement, si Le tu dis manque à de ton enfant, on cohérence. va lire une histoire, mais que t'en lis plus, c'est pas cohérent.
c'est pas crédible. Il n'y a pas la stabilité, il n'y a pas la régularité, il n'y a pas les repères. Ça, Et ça du me- coup, Alors, je me permets de t'arrêter parce que ouais, j'ai une situation là en tête d'un témoignage d'une maman qui me disait, alors, mais sur autre chose, assez similaire, qui disait, mais en fait, à un moment donné, on n'a plus l'énergie de lutter. Tu sais, ce mm, côté où on va lâcher. On va dire, allez, d'accord. oui, Voilà. Parce que l'enfant, ben, forcément, émotionnellement, ben, il est frustré. Donc, il faut mm, accueillir son émotion et toi-même oui. guider et tu veux plus. Alors, bien sûr, c'est un cercle vicieux, on est d'accord, c'est ce que tu dis. Mais tu vois, pour ces parents-là qui nous écoutent et qui disent, ah ouais, mais dans la pratique, en fait, je préfère largement, tu vois, genre lâcher. Et tant pis, je lis 50 histoires et puis s'endort pendant la cinquantième que de faire Mm. face à une énième crise, des choses comme ça, tu vois. Alors, les crises, elles sont induites parce qu'il n'y a pas la sécurité émotionnelle, parce qu'il n'y a pas les repères, il n'y a pas la stabilité. En fait, à partir du moment où c'est une histoire et rien d'autre, tu vois, enfin, rien d'autre, façon de parler, c'est-à-dire que Abandonner il y l'enfant a eu t'apprend, quoi. une histoire, le câlin, les Les bisous, deux. en fait, que c'est toujours la même chose, mais qu'on a rempli le réservoir affectif, qu'on est présent, qu'on a fait ce qu'il aime, etc., et qui sait que c'est tous les soirs la même chose. Et que en journée, on pourra lire 50 milliards de livres, parce qu'on entend le besoin de l'enfant. D'assouvir sa soif de lecture, de découvrir, de partir dans l'imagination. Et en tant que professionnel de santé et de la petite enfance, la lecture a tellement, tellement de bienfaits et les livres pour les enfants que surtout ne pas les en priver. Tu Mhm. vois? C'est juste repositionner que là, c'est le temps du dodo et que dans le temps du dodo, il y a la petite bibliothèque ou les petites étagères avec les livres d'histoire du soir. C'est-à-dire qu'on ne prend pas les livres où il y a 24 ou 50 histoires dans le Ah, c'est livre, intéressant ce que tu dis hein? là. Je pense Bah que parce que sinon, des fois, bah oui, mais on veut lire la suite, on veut lire l'autre. Oh, oui, s'il c'est te vrai, plaît. t'as C'est raison. dur de dire non. Ouais, ouais, t'as raison. Donc, Alors que si on là, prend ouais, un livre où il y a une étagère, livre histoire, dodo et l'étagère après le livre de journée ou d'un autre moment. c'est Ouais. ça. Et Mm. du coup, en fait, à partir du moment où c'est ritualisé, et il n'y a plus ces crises. Parce que, bah, c'est non. Tu Ouais. vois ce que je veux dire? En fait, c'est Du coup, une. pourquoi c'est devenu à C'est l'heure non pour deux ou pour pour les trois. parents qui n'ont pas mis ça en place? Il y a une Oui. transition un peu compliquée peut-être, tu vois. Du coup, Et alors, c'est compliqué, mais en fait, à partir du moment où on dit, je sais que t'en veux d'autres, et promis, demain matin, on en lit 50 000. En fait, tu vois, c'est pas un non pour dire un non, c'est pas un non, bah c'est comme ça et pas autrement. Non, en fait, c'est un non qui est accompagné. Par contre, c'est un non qui est stable et qui donne un repère à l'enfant. Et tu peux être sûr qu'au bout de, je sais pas moi, 4 5 jours, il viendra pas en redemander d'autres. Parce qu'il a ce repère que le soir, c'est une histoire. Et qu'en journée, par contre, on peut en lire plein. Mais ça veut dire que derrière, faut tenir aussi parole et promesses. Et qu'en journée, on se rend disponible pour en lire plein. ouais, oui, Alors, oui. ça veut pas dire toute la journée non Non, plus. parce que si Ça l'enfant peut va à être sur des l'école, il y a temps pas bien de- définis. Ouais. Mais en fait, tu vois, c'est comme ça pour tout. Et souvent, moi, on me pose la question de... Parce que ma fille aînée, elle a 13 ans et elle a toujours pas de téléphone portable. Et ça questionne tellement sur les réseaux sociaux. Et on me dit, mais comment tu fais pour pallier à ces multiples demandes? Mais en fait, il n'y a pas de multiples demandes. Il n'y a pas de téléphone. Et il y a les explications qui vont avec, il y a l'accompagnement qui va avec. Mais même quand tu lui demandes, bien sûr qu'elle en veut un. Mais en fait, on bataille pas au quotidien. Parce que c'est stable, parce qu'il y a ce repère, parce qu'on lui a expliqué plein de choses. Encore une fois, c'est pas un non et c'est non. Tu vois, il y a un non parce que pour des raisons qui nous appartiennent à nous, tu vois, dans notre famille. Mais euh, donc il n'y a pas de bataille, il n'y a pas de crise, il n'y a pas de vous n'êtes pas gentil. Il n'y a pas tout ça en fait. Après, est-ce que ça Parce dépend que c'est stable. vraiment de l'enfant? Il y a des temps, tu vois, moi j'ai des parents qui nous écoutent, qui ont des enfants avec un TDAH et un TOP, donc Ouais. de l'opposition, et où Ok. le cerveau, tu vois, ça fonctionne pas Oui. comme ça. En fait, le cerveau ne peut pas, si tu veux, Oui. accepter la frustration. Donc ça va, Alors, vous dites, en violence, des choses comme ça. Donc c'est beaucoup oui. plus difficile de faire face à ça au quotidien. À un moment donné, Ok. tu vois, t'es saturé, en fait. Alors là, effectivement, là, c'est quelque chose de bien spécifique. Tu parles du top, etc. Moi, là, quand je parle, je suis plus... euh, alors, ça, il peut y avoir des petites spécificités, tu vois, comme la haute sensibilité, etc., comme on en a parlé au début. Mais effectivement, on n'est pas dans ce cas de figure-là, pour lequel, par exemple, je ne suis pas du tout formée. Mm, mm. Et donc, je peux pas dire que, effectivement, enfin, tout ce que j'apporte là, ce soit applicable
Ou tu vois, même par rapport à l'autisme, je suis pas du tout formée à l'autisme. Ouais, bien sûr. Donc après, moi, je peux avoir des retours de parents ou même des enfants, tu vois, qui ont un TDAH. Enfin bon, bref, il y a plein de spécificités comme ça pour lesquelles moi, je ne suis pas formée. Et donc, je peux pas te Ouais, dire que merci. oui, c'est la même chose Ouais, qu'il ouais. faut mettre en place à la maison. Je voudrais Et pas donc, dire c'est très ça. intéressant pour moi que tu poses la question et que tu repositionnes Ouais, ouais. les choses. Je Ouais, pense qu'il y a des parents merci. qui peuvent culpabiliser parce que c'est vrai que, et tu sais, on aura tendance à se dire, mais mince, pourquoi ça fonctionne pas avec mon enfant? Et c'est pour Ouais. ça que aussi, il faut comprendre que bah, tous les conseils et tout ce qu'on peut proposer, c'est pas des solutions universelles du tout, en fait. Non. Et qu'il faut pouvoir s'adapter au mieux avec son enfant. C'est comme je Oui. sais que par rapport au top, en fait, il y a quelque chose qui fonctionne bien et qui n'est pas recommandé en général, c'est le système des récompenses. Quand un Hmm. enfant en fait a un top, le système des récompenses marche très très bien et c'est souvent ce qu'on met en place et ce qu'on suggère. Et souvent les parents, tu vois, qui sont très sensibilisés justement à tout ce qui est violence éducative ordinaire, disent mais en fait, je crois qu'il fallait pas et tout. Je suis bah oui, mais en fait, vu que le cerveau fonctionne autrement, on va traiter Hmm. ça autrement. Quand on dit récompense, ça veut pas dire punition. Ça veut bien dire en fait qu'il va Oui. falloir teinter le désir parce que ça fonctionne Hmm. beaucoup en fait à la dopamine, ces cerveaux-là, comme quand on a un TDAH. Et c'est pour ça que par exemple certaines personnes TDAH, tu vois, par exemple, n'arrivent pas à procrastinent, n'arrivent pas à s'y mettre, mais pour autant quand c'est les passionne, ils sont à fond parce qu'ils Hmm. fonctionnent beaucoup à la dopamine. Et donc du coup, bah, la récompense, c'est de la dopamine en fait. Donc c'est comment finalement fonctionner la dopamine sans y être accro. Mais sauf que quand Oui. on est enfant, c'est très difficile en fait. Et donc c'est pour ça que certains parents lâchent aussi. Et je vous le dis, les parents, si vous faites ça, ne culpabilisez pas. On essaye tous de survivre. Après, c'est aussi pour ça que c'est intéressant d'aller voir des professionnels qui sont Oui. vraiment formés, spécialisés en fonction des spécificités des enfants. Encore une fois, moi je le redis, je suis pas formée à tout ça. Moi, je suis formée à la haute sensibilité, comme on l'a dit au début, et c'est tout en termes de neuroatypie. Donc, même, tu vois, l'autre jour, j'ai fait une intervention là, pour les professionnels qui travaillent en périscolaire. J'ai abordé une partie du TDAH avec des lectures que j'avais faites en disant, je ne suis pas spécialisée, je Mm. vous apporte quelques infos, Ouais, pour avoir les bases. euh, mais voilà, c'est à creuser, etc. Et il y avait une maman qui avait un enfant qui a un TDAH qui était dans la salle. Et effectivement, elle a apporté des compléments d'infos, etc. Elle a pu répondre aussi à certaines questions que se posaient les pros qui étaient présents, pour lesquelles moi, je n'avais pas de réponse. Mais effectivement, c'est important même quand on écoute, bon, comme là dans le podcast ou sur les réseaux sociaux, des On le conseils, recule. etc., Ouais. d'avoir ce recul et de dire, OK, qui apporte ce conseil? Quelles sont ses formations, ses compétences, etc. Parce que tu vois, même comme tu le disais tout à l'heure, quand effectivement on entend parler d'éducation positive, etc., tu parlais donc de ces fameuses récompenses euh, qui sont parfois décriées dans la parentalité positive, alors que ça peut être bénéfique. Et si je fais un parallèle qui n'a rien à voir, et après je clôture avec ça, dans le monde du portage bébé, pour lequel je suis aussi formée, tu entendras bien souvent qu'il ne faut pas porter le bébé face au monde. Ah oui. D'accord? Ouais. Mais en fait, il y a des cas où il faut le porter face au monde. Ah, ouais, ouais. C'est le seul Donc, moyen parfois qu'ils se tranquillisent, enfin, qu'ils soient ouais, donc tranquilles. voilà, moi c'est vrai que j'ai l'habitude de parler de l'enfant sain ou hautement sensible et que tout ce que je peux apporter comme connaissance ou info, bah, c'est basé là-dessus. Et je m'excuse par avance effectivement pour tous les parents qui ont des enfants qui ont d'autres spécificités parce que ça ne s'applique pas forcément, tout simplement parce que je suis pas formée et que voilà, moi je préfère rester dans mon champ de Ouais. compétences, mais effectivement il faut prendre toutes ces infos-là avec du recul et couper aussi, tu vois, avec plusieurs personnes ou plusieurs pros et vraiment aller vers des personnes qui sont spécialisées dans certains domaines. Et pour Voilà. revenir du coup sur la question, merci en tout cas Nadège, pour revenir sur la question du stress, tu vois, j'ai beaucoup de parents qui vont me dire, de toute façon, c'est normal que mon enfant soit stressé parce que moi, je suis quelqu'un de stressé et que j'ai toujours été. T'en penses quoi de ça? Il peut y avoir effectivement une part de stress qui peut être induite par les parents. Après, c'est toujours difficile, c'est toujours difficile, je trouve, à dire parce que ça peut être culpabilisant. Ouais. Mais il n'y a pas de fatalité. Moi, j'aime bien dire qu'il n'y a pas de fatalité, que ça peut être ça, mais ça peut venir aussi d'autres choses.
déjà. Et ensuite, bah, c'est pas parce qu'il y a un enfant qui est stressé qu'on peut pas mettre des choses en place. Enfin, je veux dire. Et puis des fois, tu sais, c'est aussi en cherchant des outils qu'on va mettre en place pour nos enfants, parce qu'on a plus tendance, À se bouger. malheureusement, à voilà, à chercher des ressources pour nos enfants plutôt que pour nous. Mais au final, bah, on se rend compte que ça nous sert aussi à nous et que ça nous fait du bien aussi à nous. Donc des fois, bon voilà, effectivement, ça peut arriver que effectivement, si l'enfant vit bah, avec des parents très stressés, que ça lui induise aussi du stress, mais euh, voilà, j'ai envie de dire, il y a pas de fatalité et il n'y a pas à culpabiliser parce que si nous on stresse au quotidien, tu vois, on s'en passerait bien en Est-ce fait. que du coup ça contamine, c'est-à-dire qu'un parent qui est très stressé, qui a une nature stressée, est-ce que ça contamine un enfant? Alors, je peux pas dire que ça va le contaminer forcément, mais ça peut induire du stress chez l'enfant. Hmm. C'est-à-dire qu'en fait, si en fait, si tu veux d'être stressé, ça peut induire de la surprotection, par exemple. Hmm. Et cette surprotection, ça peut induire chez l'enfant ben, de pas oser, tu vois, escalader, grimper, etc. Or, c'est vraiment toutes ces capacités-là qui font que ça construit aussi la confiance en Ah oui, soi. quand par exemple un parent qui va dire mais monte pas là, tu vas tomber, oh là là, mais tu risques de tomber, tu vas te faire mal, c'est parce qu'il est Voilà, mais parce qu'au fort. final, parce que ça nous stresse en tant que Oui, parents. voilà, c'est Quand on dit ça. ça, c'est parce qu'on est stressé. On se dit, Ah, tu vois, on n'a pas envie que son enfant se fasse bien mal. sûr, bien sûr. Et c'est plus fort que nous, en général, si on a ces propos-là. Sauf que du coup, bah, c'est vrai que s'il va pas explorer, il va pas forcément se sentir capable. Et du coup, il va se dire, bah, il faut pas que j'aille là parce que je peux me faire mal. Et donc, s'il est confronté à grimper avec, je sais pas, un groupe, quand il est au centre aéré ou que sais-je, bah, peut-être que lui, ça va le stresser, qu'il aura pas envie. C'est Tu ça. vois? Parce qu'il aura eu cette appréhension-là. Donc, mais pour autant, voilà, encore une fois, il n'y a pas de fatalité. Et s'il est avec ce même groupe et qu'il voit que tous les autres enfants le font et que ça se passe bien et que lui, il a cette capacité, enfin, et ce temps d'observation, etc., pour se rassurer, au final, il peut finir par arriver à explorer au même titre que les autres. Ouais, puis on peut être un parent stressé et avoir finalement des enfants hyper relax aussi qui arrivent à se détacher de Oui, stress. Comment, totalement. comment on explique peut-être à son enfant, tu vois, dire, ben ça c'est le stress de papa, c'est le stress de maman, et ça t'appartient pas en fait. Comment on Bah, peut... exactement comme tu viens de le dire, c'est-à-dire que, tu sais, par exemple, il y a des fois, les femmes, quand elles sont enceintes, euh, si elles vivent quelque chose qui est très difficile, comme un deuil, etc., ou une émotion très forte et qui peut-être va durer et va pas être agréable et qui va durer un peu dans le temps, des fois, tu vas entendre des mamans qui vont dire qu'elles culpabilisent parce qu'elles ont entendu que ça On pouvait nous fait stresser le culpabiliser, bébé, hein? Ah bah etc. oui, à chaque fois on nous dit mais il faut être relax pour le bébé et tout. Mais t'es là, t'es mignon. Si je pouvais, Voilà. t'es relax, t'as envie de dire. Donc, enfin, c'est compliqué. Maintenant, moi, je sais que par exemple, ce que je vais recommander à ces mamans-là, c'est exactement ce que tu as dit tout à l'heure, c'est-à-dire de parler au bébé, Même vraiment de quand lui t'es parler. enceinte. Oui, même quand tu es enceinte, bien sûr. Et de lui dire, voilà, là, tu ressens peut-être de la peur, mais en Ouais. fait, ça, c'est ma peur. Et toi, tu as le droit de te sentir bien, d'être joyeux dans le ventre, de continuer à tourner, machin. C'est pareil après avec un enfant, hein, même, tu vois, si tu vis un deuil et que ton enfant est encore petit, lui, il n'est pas forcément triste parce que au final, il connaissait pas bien cette personne, il a que 2 ou 3 ans, etc. Par contre, il va être triste de voir maman ou papa triste, tu vois. Mais si tu parles à ton enfant et que tu dis, bah voilà, moi je suis triste parce qu'effectivement, il y a telle personne qui est décédée, etc. Et ça me fait beaucoup de peine. Par contre, c'est ma peine. Et toi, à côté de moi, tu as le droit d'être joyeux, de rire, de sauter, de courir, etc. Et que effectivement, tu vois, tu lui parles de ce détachement et c'est mon émotion, mais c'est pas la tienne. Et t'es pas obligé de la prendre, en fait. Tu as le droit d'en avoir une qui est à l'opposé de la mienne. Bah souvent, ça change tout. Est-ce que ça veut dire aussi par contre que en tant que parent, travailler sur son propre stress, bah, ça peut Ouais. aider l'enfant à réduire son niveau de stress, tu vois, parce que c'était quand même nos premières questions sur, parce qu'on arrive à la fin de l'épisode, mais comme tu Ok. parles de la réduction, voilà, du stress chez l'enfant, Oui. que finalement, apprendre pour soi-même à réduire son stress, ça peut aider l'enfant. Alors, ça va l'aider parce que, tu sais, ben, on dit souvent que les enfants, ils apprennent par mimétisme, Ouais. avec les neurones miroirs, etc. Donc, ça veut dire que si toi, quand tu es stressé, ton enfant, il va voir que tu es stressé. Mais s'il voit que dès que tu bois un verre d'eau, après, ça va mieux. Ou que du coup, tu te poses un peu au calme, peut-être dans le jardin ou dans la nature, ou que tu fais un exercice de respiration, une méditation, et qu'il voit que
Ok, il y a du stress, mais au final, ça ne t'envahit pas. Il observe nos habitudes, en fait. Exactement. Bah, lui, il va apprendre et il y en a beaucoup qui, d'instinct, au final, enfin, en ayant vu comment ça se passait, vont reproduire eux-mêmes ces situations. Et puis toi aussi, au final, tu auras exploré ce qui fonctionne pour toi. Tu pourras dire à ton enfant, tu vois, moi par exemple, ma fille aînée, depuis très longtemps maintenant, quand elle a des évaluations, je lui dis, pense à prendre ta gourde avec toi. Laisse ta gourde d'eau sur la table et tu bois de temps en temps Hmm. pendant ton évaluation. Parce que l'eau, ça vient diminuer le système nerveux, ça vient apaiser le stress. Donc, tu vois, quand tu as ces outils-là, parce que tu les as explorés, parce que tu sais que ça fonctionne, ou parce que tu as lu, appris, machin, parce que tu t'es intéressé en fait à ce sujet, tu vas transmettre aussi beaucoup plus facilement des petits tips de cet ordre-là, mais qui vont être efficaces pour ton enfant. Merci Nadège. Est-ce que tu aurais des choses à rajouter, des choses que tu aimerais dire, compléter par rapport à notre échange ou pas? J'ai envie de dire, mettez un bon coup de pied à la culpabilité parce que elle nous fera pas avancer. Tu Hmm. vois, moi, ça m'est arrivé de culpabiliser pour plein de choses. Et en fait, ce que j'ai pu remarquer, c'est que quand je culpabilise, je me mets pas trop à l'action Ah non, ça pour prend changer toute les choses. l'énergie. Moi, je dis souvent, ça prend toute notre Voilà. énergie, en fait, de nous auto-flageller. Et après, on en a C'est plus. ça. C'est qu'au final, tu t'auto-flagelles quand tu culpabilises. C'est exactement ça. D'accord. Alors que quand tu dis, bon, ok, là, peut-être que j'ai raté un truc. Ouais, c'était pas terrible. Voilà, bon, ben, en fait, je suis pas parfaite et personne n'est parfait. Donc déjà, on prend de la distance, on prend du recul par rapport à ce qui s'est passé. On reprend un peu confiance en nous aussi dans notre rôle de parents. Et on se dit, bah, la prochaine fois, peut-être que j'essaierai de faire ça ou je testerai ça. Et aussi avoir en tête qu'une habitude, ça se change pas du jour au lendemain. Pour changer notre façon de faire ou la façon dont on parle à notre enfant ou des fois on se dit, ouais, là, quand il se passe ça, c'est pas terrible ma réaction. C'est possible qu'on le reproduise encore une fois, deux fois, trois fois. Parce que ça reste des automatismes, parce que des fois, c'est lié à ce qu'on a vécu dans notre propre enfance et ça ressurgit comme ça. Tu sais, des fois, tu te dis, putain, mais là, c'est pas moi qui ai parlé, c'est ma mère, c'est mon père, Ouais, quoi, ah tu oui, vois. oui, les phrases, ah ouais, c'est clair, en disant, oh, ça, C'est c'est le genre de truc qui me sortait quand j'étais jeune et que tu c'est n'aimes ça. pas et que tu ressors. Non, mais en fait, tu le contrôles pas. Et entre le moment où tu t'en rends compte, où tu le conscientises, où tu essayes de mettre des choses en place pour changer cette habitude ou ce réflexe, ça va pas changer du jour au lendemain. Donc, c'est aussi pour ça que j'y faut, enfin, pas trop culpabiliser, pardon, ou arrêter totalement de culpabiliser parce que ça prend du temps le changement. Et qu'à partir du moment où on a cet objectif en tête, se dire, je vais essayer de changer ça ou de m'améliorer là-dessus, c'est déjà tellement énorme, tellement énorme. Et on va y arriver petit à petit à essayer d'atteindre cet objectif. On l'atteindra peut-être pas, tu vois, cet idéal. C'est pas grave. On essaye d'aller, de faire un petit pas de plus vers ça, et on fait du mieux qu'on peut. Mais moi, la première, franchement. Le nombre de fois où, quand tu sais, j'essayais de parler sans mettre de négation Ah dans ouais, la phrase. ouais, ouais. C'est pas facile parfois. Non, mais tu vois, c'est une telle gymnastique de cerveau quand t'es Ah, pas j'ai habitué. l'impression de jouer au jeu ni oui ni non, tu sais. Voilà. Tu cherches ton Donc, mot. vraiment de se dire, on va tester des choses avec nos enfants, Ouais. on n'est pas parfait, on cherche pas à être parfait. Voilà. C'est pas grave. Donc, vraiment, dites-vous que vous faites du mieux que vous pouvez avec les infos que vous avez à l'instant T, Ouais. avec, bah, comme on l'a dit tout à l'heure, les neuroatypies ou les atypies de nos enfants et les nôtres aussi. Mm, mm. Et on essaye de voilà, trouver un petit équilibre au milieu de tout ça. Et notre équilibre sera pas le même que chez les voisins. Voilà. Mais Eh bien, merci Nadège pour ce mot de la fin qui était parfait. je sais pas. Bon, est-ce que du coup, qu'est-ce que tu proposes toi s'il y a des familles là qui souhaitent être accompagnées, qui veulent te contacter, comment ils peuvent faire? En allant sur mon site internet, unamoureuxnaturel.com Je mettrai tout en ou description. sur les réseaux sociaux, voilà. Ou en se Propose de procurant l'accompagnement en mes livres. visio. Je sais plus. Oui, Ouais. Je sais que tu fais des ateliers en ligne et tu as des accompagnements en visio, c'est ça? oui, oui, Donc, ils peuvent te contacter sur ton site internet si jamais. oui, c'est ça. Super. Merci beaucoup, Nadège, pour ce moment, vraiment. Encore un grand merci et je te souhaite une très belle journée. Et je te Merci. dis à tous à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de podcast. Merci, Elodie. C'était le podcast Potentiel par Élodie Crépel. N'hésite pas à laisser une note, un avis et à le partager. Je te dis donc à lundi prochain pour un nouvel épisode. Belle journée!